Alors bonjour à tous et à toutes, c'est Nicolas des Talents des Hauts-de-France. Donc aujourd'hui, on a l'honneur de recevoir pour un nouveau podcast du coup mon oncle Serge. Bonjour. Bonjour. Alors j'espère que tu vas bien. Oui, oui, je vais bien, j'ai pas à me plaindre. Alors voilà, il neige ici à Montréal présentement. C'est probablement dans les dernières neiges de l'année. Et puis, mais ça va bien, ça va bien. J'ai pas, j'ai n'ai aucun motif substantiel de me plaindre. Voilà. Très bien. Bon, du coup, on va retracer un peu ton parcours musical. Donc toi, tu as commencé ta carrière avec les colocs. Donc Exact. comment cette expérience a-t-elle influencé justement ton parcours en solo? Ben, pour les auditeurs français, il faut dire que les Colocs, c'est un groupe qui a connu un énorme succès au début des années 90, ou en fait pendant toutes les années 90. Et c'est un succès qui s'est prolongé au fil des ans. Encore aujourd'hui, je vais au supermarché, je vais à la pharmacie, etc. J'entends souvent des chansons des Colocs à la radio. Donc, c'est un groupe que tout le monde connaît ici. Un ami français me disait que le succès des colocs, même si la musique est très différente, là, pourrait être comment dire, comparable à celui de Noir Désir en France, là, pour donner une idée. Moi, j'avais un rôle mineur dans ça. J'étais bassiste, je chantais deux morceaux, mais qui ont passé un peu inaperçus. Alors, donc, mais pour moi, ce passage dans ce groupe-là a été majeur dans la mesure où moi, avant de jouer dans le groupe, j'étais tout seul dans mon sous-sol de banlieue avec mon enregistreuse, ma basse, ma guitare. Je faisais mes petites chansons comme ça. Et le fait d'entrer dans ce groupe-là, en fait, quand je suis entré dans le groupe, c'était pas du tout connu. Mais bon, le groupe est devenu assez rapidement connu. Et donc, quand je suis sorti du groupe 5 ans plus tard, ben, j'avais quand même beaucoup de contacts dans l'industrie, puis dans le, je vois, j'étais plus au courant des façons de faire, etc. Donc, ça m'a donné une solide assise pour la suite, quoi. D'accord, très bien. Quel artiste justement ou style musicaux t'ont le plus inspiré à tes débuts? Moi, il y a un artiste québécois qui est pas très connu en France, qui s'appelle Plume Latraverse, qui a énormément déteint sur moi. Il m'a beaucoup imprégné et même les premières fois que que j'enregistrais des chansons chez moi, tout le monde me disait, ah, ça ressemble à Plume. Et puis moi, ça me vexait parce que je le faisais pas intentionnellement. Et moi, je trouvais que c'était très différent. Et puis, mais finalement, avec le recul, je me rends compte que c'était très, très proche. Le ton, le côté humoristique, le côté transgressif et tout ça, c'était présent chez Plume la Traverse. Fait, Plume a un côté un peu plus sérieux peut-être que moi, mais quand même, c'est clairement l'artiste qui a eu la plus grande influence sur moi. Après ça, il y a un paquet d'artistes, dont des Français. J'ai écouté beaucoup de chansons françaises étant plus jeune. J'ai écouté beaucoup de Brassens, de Léo Ferré, de tous ces gens-là, là, les classiques des années 50, 60, 70. Là, j'ai écouté beaucoup de ça. Et puis toutes sortes de choses. J'ai écouté beaucoup de métal aussi quand je commençais à jouer de la musique, de sorte que, comment dire, quand je me suis mis moi-même à faire du métal au début des années 2000, eh bien, je connaissais très bien le style. Alors, j'ai mis tout ça ensemble, chansons, métal, rock, et puis ça a donné ben, mon oncle Serge, là, comme on le connaît aujourd'hui. D'accord. Donc on retrouve pas mal aussi sur Internet tout ça. On voit beaucoup ressortir justement ton humour et ton sens de la provocation, qui sont des éléments clés de ton style. D'où te vient cette approche un peu Ah, écoute, franchement, je ne sais pas. J'ai toujours aimé, comment dire, probablement parce que je suis quelqu'un de très, très, très rangé dans la vie de tous les jours. Et puis, ça vient avec une certaine dose de, comment dire, de répression de ses propres élans, etc. Et sans me le dire consciemment, comme je le dis là, j'ai l'impression que pour moi, la musique, c'était un espace où je pouvais, comment dire,
laisser libre cours à toutes mes, comment dire, tout ce qui me traversait l'esprit, même les choses répréhensibles, et surtout les choses répréhensibles, parce que dans la vie de tous les jours, je peux, ben, enfin, je peux laisser libre cours aux choses qui sont socialement acceptables, tandis que quand je suis quand j'écris mes chansons, quand je chante, quand je suis sur scène, je peux être arrogant, je peux être, comment dire, baveux, comme on dit ici, je peux être vulgaire, je peux être, comment dire, je peux tenir des propos diffamatoires sur les personnalités publiques, etc. Et puis, donc, je m'amuse beaucoup, mais pour moi, c'est comme une. C'est comme si c'était pas vrai. C'est une espèce d'espace en marge de ma vie où, comment dire, je peux m'amuser. C'est une espèce de terrain de jeu pour moi, où je peux laisser, où je peux me lâcher lousse, comme on dit ici, où je peux, comment dire, donner libre cours comme je disais, là, je me répète, à tout ce qui me traverse l'esprit sans trop de filtres, quoi. D'accord. Donc ensuite, bah, du coup, tu commences un peu ta carrière solo. Donc ton premier album solo sort en 97. Comment tu vois justement ton évolution musicale depuis cette époque? Ben, c'est ça. En 97, j'ai sorti un premier album solo que j'ai enregistré un peu à mon insu. C'est-à-dire que cet album-là est une compilation de chansons sur des thèmes d'actualité que je présentais sur une base hebdomadaire à la radio communautaire, comme on dit au Québec, là. En France, on dirait une radio associative. Donc, je présentais, j'avais une chronique carrément dans une émission de radio matinale, et puis chaque semaine, j'écrivais une chanson là, bon, sur un thème d'actualité. Et on a choisi quelques chansons que j'avais écrites en 97, on les a rassemblées sur un disque et on a sorti ça, et voilà. Et comment dire, le style que j'avais sur ce premier album-là et sur mes premiers albums en général, c'est vraiment un style acoustique, je dirais folk, tu sais, un peu dans ces eaux-là. Mais comme je devais, comment dire, écrire une chanson par semaine, j'avais peur de me répéter. Puis bon, alors j'ai commencé à explorer d'autres styles, à faire des fois une chanson hip-hop, une chanson plus rock, une chanson. Et puis de fil en aiguille, comme ça, j'ai fini 2 ans plus tard, là, en 99, à faire une chanson punk, un morceau punk qui s'est appelé Marijuana, qui a été mon premier vrai succès. Et puis, comme cette chanson-là, Marijuana, a eu un certain succès, ben, j'ai commencé et c'était un morceau punk. Donc, j'ai commencé à être invité dans des festivals underground, des salles de spectacle punk, et puis tout ça. Et puis finalement, je me suis dit, bah, il y a un créneau, il y a un style à développer là. Et puis finalement, je me suis enraciné dans ce créneau-là de musique plus punk, métal, plus agressive, quoi. Musique plus agressive. Et je pense que ça a marché en partie parce que ce que je faisais en acoustique était déjà passablement agressif. Alors, le mariage avec un son plus agressif a été quelque part naturel. Et donc, j'en suis venu au fil des années là, à m'enraciner dans ce créneau-là. Et depuis, je dirais, depuis ce temps-là, depuis 20-25 ans, j'alterne entre des albums plus rock ou plus métal et des trucs plus acoustiques, et puis à peu près tout ce qu'il y a entre les deux, quoi. Voilà. D'accord. Alors il y a eu aussi ta collaboration forcément avec Anonymous, hein, du coup, qui sur l'Académie du Massacre en 2003, qui a marqué aussi un tournant dans ta carrière. Comment s'est passée cette rencontre? Oui, avec Anonymous, ben, comme je disais tout à l'heure, j'ai commencé avec ma chanson Marijuana à être invité dans des festivals de musique alternative, punk rock, etc. Et en 2001, donc
Non, même, oui, ça, c'est en 2001, un an à peu près après que la chanson Marijuana soit sortie. J'ai été invité à participer à un festival qui s'appelait le Polywog. Et Anonymous, c'était un groupe métal déjà établi dans ce temps-là. Et c'est eux qui jouaient en tête d'affiche à la fin de la soirée. Moi, je jouais l'après-midi. Et eux, ils m'ont, comment dire, ils m'ont proposé de venir faire marijuana avec eux sur leur show. Donc, eux, ils m'accompagneraient, quoi. Et puis, j'ai accepté sans avoir particulièrement d'attente et ça a été vraiment, vraiment très, très bien. De sorte, à tel point que moi, après le concert, je suis allé les voir, puis je leur ai dit, écoutez, moi, j'aimerais, comment dire, faire d'autres chansons avec vous, j'aimerais adapter d'autres morceaux. Et puis, comme ça, de fil en aiguille, là, pendant 2 ans, on s'est échangé des enregistrements, on a monté des chansons, et puis ça a donné donc l'album L'Académie du Massacre en 2003, qui est l'album à ce jour qui a connu le plus grand succès, et pour moi, et pour eux, et pour Anonymous. Alors, tu sais, au Québec, on parle de 25 000 copies vendues. Pour un album métal, c'est considérable. Alors, voilà. Puis oui, ça a été un tournant. Je dirais que le tournant est venu un peu avant. J'ai commencé à faire de la musique plus agressive là, avant de jouer avec eux, mais eux, c'est un peu le paroxysme, je dirais, de cette évolution-là, quoi. D'accord. Après, moi, j'ai aussi découvert mon oncle Serge sur une autre collaboration avec, ben, du coup, c'était Andreas et Nicolas, enfin Nicolas du groupe Ultra Vomit. On voit qu'il y a une espèce d'alchimie aussi avec Ultra Vomit, que ben, ils aiment bien vous inviter, tout ça. Comment s'est passée aussi cette rencontre avec ben, Nicolas d'Ultra Vomit? Ben, tu vois, on a tourné en France, moi et Anonymous, à la fin des années 2000, suite à notre deuxième album là, qui s'appelait Musique barbare. Et donc, on avait le même tourneur en France. On jouait avec Rage Tour et Rage on est toujours avec Rage Tour d'ailleurs, après toutes ces années, et Ultra Vomit aussi. D'ailleurs, on vient, il y a quelques mois à peine, de faire 3 premières parties d'Ultra Vomit. À Bordeaux, Toulouse et Montpellier. C'était vraiment formidable. On a eu, les salles étaient pleines. Enfin, puis il y a une parenté entre Ultra Vomit puis mon oncle Serge, c'est clair. Euh, Ultra Vomit, c'est du métal en français humoristique. Mon oncle Serge et Anonymous, c'est du métal en français humoristique. Les thèmes se ressemblent aussi. On parle de patates, on parle de bière, on parle on parle du monde métal aussi de façon humoristique dans nos chansons. Alors, il y a vraiment beaucoup d'atomes crochus et on s'entend très bien aussi. Alors, c'est toujours un bonheur de tourner avec eux, quoi. D'accord. Donc là maintenant, bah, on va parler aussi de ton nouveau projet musical. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton nouvel album, du coup, métal canadien-français, du coup Oui, en collaboration toujours avec Anonymous. oui, c'est ça. Donc, j'ai parlé dans les dernières minutes du premier album que j'ai fait avec Anonymous, l'Académie du Massacre, dis-je, en 2003. L'Académie du Massacre, c'est un album essentiellement constitué de réenregistrements et de réarrangements de vieilles chansons de moi. Euh, en- Puis voilà, donc le deuxième album, Musique barbare, c'était un album qui était constitué de seulement de nouvelles chansons. Donc, pour la première fois sur Musique barbare, j'ai vraiment écrit des chansons en ayant en tête que ça serait des chansons métal, que ce serait du métal. Et tu vois, dans les années qui ont suivi Musique barbare, je me suis dit, bon, je vais laisser passer quelques années avant de refaire un troisième album avec Anonymous. Ce que j'avais toujours en tête, hein, après 2 albums qui ont très bien marché, je me disais, bon, ça serait bien d'en refaire un troisième, mais j'attendais un peu, j'attendais comme tombe du ciel un peu l'inspiration pour écrire des chansons, ou plutôt, je dirais ça comme ça. J'écrivais des chansons sans me soucier si ces chansons-là étaient pour, comment dire, faire des bonnes chansons métal. J'écrivais des chansons un peu dans le vide, et puis une fois qu'elles étaient écrites, je me disais, bon, à quelle sauce je peux les apprêter? Est-ce que je fais des chansons plus folk, plus rock, plus à la rigueur, je sais pas, moi, reggae, peu importe.
où je fais des chansons métal. Et j'attendais d'avoir un nombre, comment dire, substantiel de morceaux métal avant de proposer à Anonymous de faire le disque avec eux. Et ça venait jamais. Ça a pris une dizaine d'années avant que je me dise, bon, là, si on veut faire un album métal, on est tous âgés au début de la cinquantaine. Je veux dire, si je continue à attendre comme ça que les chansons me tombent du ciel, ben, on n'en fera jamais un troisième album. Alors, je me suis donné un coup de pied dans le derrière et je me suis dit, bon, là, je vais écrire des chansons spécifiquement pour les faire avec Anonymous. Et donc, je dirais de la fin 2022 là, jusqu'à au milieu 2024, là, j'ai écrit des chansons qui ont formé donc l'album Métal canadien-français. Et le titre de l'album résume à peu près, pas à peu près, résume très bien, en fait, je pense, l'essence de ce qu'on fait. C'est-à-dire que c'est un métal, c'est en français et c'est très, comment dire, canadien-français. Le terme canadien-français, ça fait un peu vieillot au Québec, ça fait même très vieillot. Tu sais, il n'y a plus personne qui utilise ça. D'habitude, on dit québécois. Tu sais. Mais bon, j'aimais bien ce côté un peu vieillot. Ça fait franchement comique chez nous, tu sais, de dire ça. Et voilà, ben, c'est un métal qui est très enraciné au Québec. Je parle beaucoup de réalité québécoise, tu sais, je fais beaucoup de références à comment dire, des personnalités publiques locales, des réalités locales. J'ai une chanson, par exemple, qui s'appelle La bataille du Vendredi Saint, qui fait référence à une bagarre au hockey pendant un match de hockey sur glace. Il y a eu le 20 avril 1984 une bagarre vraiment qui est devenue légendaire et qu'on a appelé la bataille du Vendredi Saint parce que ça a eu lieu un Vendredi Saint. Et puis voilà, donc c'est très, très local comme sujet, mais moi, j'apprécie ce genre de référence-là, très pointu, très local. Et je pense que, enfin, pour avoir recueilli les commentaires, même des gens en France, je pense que ce côté-là, très local, est bien apprécié. En fait, ça fait notre originalité, quoi. Tu sais, on pourrait arriver à faire du métal puis parler je sais pas moi, des monstres, du diable, de je sais pas quoi. En fait, tu sais, ou tu sais, faire des chansons un peu plus abstraites, mais moi, j'aime bien que ce soit très enraciné dans la réalité locale. Alors voilà. D'accord. Est-ce que tu penses que l'album s'adresse uniquement aux fans de métal ou il peut toucher un public plus large? Je pense qu'il peut toucher un public plus large. En tout cas, c'est ce que j'ai écrit dans mes demandes de subvention. Mais oui, c'est ça, parce que d'abord, c'est un métal très accessible. Euh, Tu sais, aujourd'hui, il y a des formes de métal là, qui sont très, très diverses. Il y a du métal très, comment dire, plus difficile d'accès, disons ça comme ça. Ça reste un métal très classique. Moi, quand j'écoutais du métal dans les années 80, ça passait pour de la musique très excessive, là. Par exemple, du Metallica, des choses comme ça. Puis aujourd'hui, ben, comment dire, quand on va voir des matchs de hockey dans des arénas avec 20 000 personnes, entre les mises au jeu, ils font jouer du Metallica. Tu sais, c'est devenu quelque chose qui s'est normalisé quelque part. Et je pense que le genre de musique qu'on fait est dans une veine qui est très, très accessible. Le fait que ce soit en français, que ce soit humoristique, les gens peuvent comment dire, s'identifier aux paroles. Ils peuvent. C'est un peu comme avec Ultra Vomit aussi. Tu sais. Même les gens qui ne sont pas particulièrement amateurs de métal peuvent accrocher, peuvent être, comment dire, séduits par l'aspect humoristique des chansons. Alors, je pense que c'est une musique qui s'adresse d'abord aux métalleux, on va se le dire, mais je pense que ça a un potentiel plus large que ça, quoi. D'accord. Et du coup, est-ce qu'on peut s'attendre à une tournée du coup pour cet album? Ben, au Québec, on est présentement en train de faire une tournée. Les premiers shows de la présente tournée ont été en fait présentés en Europe. On a fait le lancement d'album le 6 novembre et le 13 novembre, on était à Lille, à la Bratcave, pour présenter le tout premier show de la tournée. Et les 9 premiers concerts ont été donc présentés en Europe.
Pour l'instant, je vais revenir avec Anonymous en Europe, probablement en mars 2026. On a des plans un peu flous encore. Tout ça est embryonnaire, mais enfin, c'est ce qu'on vise. Tu sais. Mais d'ici là, au mois de septembre prochain, donc septembre 2025, je vais être en tournée solo. Je vais faire une petite tournée en solo. Je vais être notamment à Amiens. Je vais être en Belgique, là, je vais jouer à Namur, j'ai une date à Paris, à Épinal, là, je dis ça de mémoire, là, à Orléans, enfin, quelques dates comme ça. Je ne vais pas vraiment dans le sud, là, c'est vraiment, je pense que Épinal, c'est la, date, la ville la plus au sud où je vais. Là. Alors, voilà, voilà pour l'avenir. D'accord. Et du coup, après toutes ces années, qu'est-ce qui te motive encore justement à écrire, à chanter? Ah, écoute, je sais pas, on dirait que je fais ça comme je respire, je sais pas, c'est... on dirait que je ne sais pas vivre autrement, je le dirais comme ça. Tu sais, j'ai toujours en tête de bon, qu'est-ce que je vais faire comme prochain projet, qu'est-ce que je vais. C'est ma vie de faire ça. Écoute, puis je peux pas dire que c'est toujours agréable parce que c'est quelque chose qui est un peu obsessif chez moi d'écrire des chansons. Mais quand j'ai fini d'écrire un morceau et que j'en suis satisfait, c'est vraiment quelque chose de très. De très satisfaisant, je dirais, de profondément satisfaisant. Et je recherche ça. Puis les tournées aussi, j'aime sortir de chez moi. C'est une façon formidable de voyager. Évidemment, je voyage surtout au Québec, mais quand je vais en Europe, je suis toujours accueilli super bien partout où je vais. Tu sais, je vois des nouvelles salles, des nouvelles routes, des nouvelles personnes. C'est toujours, ça me fait toujours très, très plaisir de faire ça. Alors, c'est une très belle vie de jouer de la musique. Puis, franchement, j'ai pas. Tu sais, j'ai 54 ans, là, et puis je mène aujourd'hui la vie dont j'aurais rêvé quand j'étais ado ou quand j'avais 18, 19 ans. Tu sais, j'ai vraiment fait ce que je voulais faire dans la vie et puis j'en suis très content, quoi. Très bien. Bah, en tout cas, je te remercie ben, d'avoir accepté notre invitation, notamment bah, au podcast du coup Les Talents des Hauts-de-France. Même si nous, on est plus positionné du coup en France, on aime bien aussi accueillir bah, on va dire des stars plutôt, enfin qui aiment bien passer dans les Hauts-de-France parce qu'on t'a pas mal vu aussi ben, dans les Hauts-de-France, hein. Oui, Et oui. puis, c'est important aussi ben, d'échanger un peu sur la carrière, le parcours, tout ça. Comme ça, on aura fait un peu le tour aussi bah, de ton parcours et de ces années de carrière du coup. Ah ben merci pour l'invitation et puis au plaisir de se voir là. Je vais jouer dans les Hauts-de-France, c'est dans le fond c'est le nord, la Picardie si j'ai bien C'est ça, compris hein. exactement. Ouais, voilà. Donc je devrais enfin Amiens c'est dans les Hauts-de-France si j'ai bien Ouais, compris. ouais, c'est en Alors ouais, c'est ça. Picardie, ouais. Donc Mm. ouais, c'est ça. Donc j'y serai en septembre s'il y a des auditeurs du coin qui veulent venir, ben écoute j'espère les voir nombreux et enthousiastes. Très Merci bien. beaucoup en tout cas, hein. Merci beaucoup. Bah, je te remercie, puis je vais dire également au revoir à tous les auditeurs, auditrices qui nous écouteront bah, sur le podcast du soir. Une très bonne soirée à vous. Et voilà.